Donc, je suis là pour vous parler du sommeil, semble-t-il. Donc, il y a beaucoup de problématiques dans le sommeil, bien évidemment. Donc, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions que vous vous posez à propos du sommeil. C'est pourquoi je vous propose d'abord de faire un petit exposé rapide en vous exposant comment marche le sommeil, à quoi sert le sommeil, pourquoi à certains moments de la journée on est fatigué, pourquoi à d'autres moments on va mieux. Oh là là, et après ça... Oui. 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 Pas trop épais. Pas épais. Bon, parce qu'il n'y a pas ce qui est épais. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Bon. Il est de quelle couleur? Bon, voilà. Maintenant, je commence à la faire. D'ailleurs, je vais débrancher mon téléphone. Ici. Au revoir. Parfait. Oui, oui, non, mais très bien. Parce que c'est ce qui est parfait. Non, c'est pas le moment. N'importe quoi. Bon, alors, donc oui, je vous propose de faire un petit exposé et je vous propose après de répondre à vos questions en évitant quand même la consultation privée. Moi, je prends un quart de Lexomil ou qu'est-ce que vous en pensez, en restant sur un thème plus général. Donc, je me présente, je suis le docteur Bedin, je m'occupe du centre de sommeil au CHU à Gabriel-Montpied. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre de sommeil? C'est un endroit où on va recevoir effectivement des gens qui ont des problèmes de sommeil. Donc, soit des gens qui vont se plaindre de mal dormir, c'est ce qui était le cas jusqu'à des années très proches, soit maintenant des gens qui vont se plaindre au contraire d'être somnolents dans la journée. Et on va voir pourquoi, parce que chacun dans la vie maintenant, surtout chez les jeunes actifs, tout le monde a envie de vivre comme un petit dormeur, c'est-à-dire tout le monde réduit son temps de sommeil, surtout chez les actifs, avec des conséquences qui sont loin d'être négligeables. Et puis après ces consultations, bien entendu, à l'issue de ces consultations, pour certaines personnes, on va faire des enregistrements de sommeil. Les enregistrements de sommeil, c'est très peu souvent pour les gens qui dorment mal, parce que quand vous dormez mal, et puis qu'on vous reçoit dans une chambre qui n'est pas la vôtre, avec des électrodes collées sur la tête, avec des trucs pour regarder la respiration et des choses sur les jambes, autant dire que vous dormez encore moins bien. Donc très rarement les gens qui se plaignent de mal dormir, plutôt les gens qui se plaignent de trop dormir ou chez qui on soupçonne la nuit d'avoir des apnées, des mouvements de jambes, du somnambulisme, etc. Voilà ce que c'est qu'un centre de sommeil. Donc le sommeil, à quoi ça sert? Bon, ça j'enfonce un peu des portes ouvertes. Hein. Le sommeil, ça sert à être bien réveillé dans la journée, bien entendu. Le sommeil est indispensable à nos facultés, à la fois à nos facultés physiques, hein, bien entendu, et à la fois à nos facultés intellectuelles et psychiques. C'est-à-dire que vous serez incapable, si vous êtes un sportif, d'avoir des performances de bon niveau si vous avez mal dormir, et à la fois, vous serez également incapable le lendemain de bien réfléchir ou d'étudier si vous avez mal dormi. Donc le sommeil est à la fois important. Oui, oui, oui. La pauvre. Alors qu'est-ce que je fais là? Delphine au secours. Non, c'est bon. Donc à la fois pour la récupération physique, bien entendu, et à la fois pour la récupération psychique. Au secours, parce qu'il ne veut plus passer les diapos. Bon. Je pense qu'elle va craquer. C'est bon, on y arrive, on appuie un peu sur... Voilà. Donc le sommeil, bien entendu, tout le monde est concerné. 78% des gens qui se lèvent avant 5 h du matin manquent de sommeil. Donc tous les gens qui vont avoir des travaux postés, qui vont faire la nuit, le jour, etc., on sait tous, et on en parle maintenant dans toutes les revues de grand public, vont avoir des soucis de sommeil. 33% des gens de plus de 50 ans en France vont prendre des médicaments pour dormir, alors pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois dans l'année. 30% des accidents de la route sont provoqués par une somnolence au volant, et l'on sait tous que la première cause d'accidentologie sur les autoroutes, c'est l'endormissement au volant. Si on est sur les routes secondaires, la première cause d'accidentologie, c'est la vitesse et l'alcool.
Mais si on est sur autoroute, la première cause d'accidentologie, c'est l'endormissement. Or, on a une politique, on va dire quand même relativement répressive, concernant les 50, 60, 70 à l'heure. Mais vous pouvez, vous êtes couché à minuit et prendre votre voiture à 4 heures. On n'a pas de test encore jusque-là, alors que vous êtes, on va le voir, quelqu'un qui qui manque de 3 ou 4 heures de sommeil, c'est l'équivalent de quelqu'un qui conduit avec 0,5 g d'alcool. Et ça, les conducteurs sont loin de faire attention à cette problématique. On reste toujours, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais on reste toujours dans les grandes statistiques, tout ça pour dire que le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important. Un tiers des Français se plaignent de troubles du sommeil, soit je dors trop, soit je dors pas assez, soit je suis pas vigilant dans la journée, soit voilà. 2,5 millions de Français souffrent de somnolence diurne excessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'endors dans la journée à des moments qui sont inappropriés, c'est-à-dire je ne maîtrise pas ma vigilance. Et puis 10% des enfants et surtout 20% des adolescents ont sommeil en classe. Et là aussi, je vais vous présenter aussi, on a des problèmes quand même d'horaires scolaires qui ne sont pas tout à fait adaptés. Alors là, moi je ne parle pas de semaines, de 5 jours, 4 jours et tout, mais même au niveau des horaires scolaires, ce n'est pas très adapté à notre courbe physiologique. Et 63% des travailleurs de nuit ont sommeil pendant leur travail. Alors maintenant, je vous explique ce que c'est que le sommeil. Vous avez tous lu les Marie-Claire, les machins et tout, il y a toujours des articles sur le sommeil, il y a des émissions à la télé et tout, donc je vais réenfoncer un petit peu les portes ouvertes. Déjà, il faut savoir que le sommeil, c'est pas une absence simplement d'éveil, c'est pas un état passif du cerveau. Quand vous dormez, vous avez certaines zones de votre cerveau qui vont au contraire se mettre en éveil, et les zones de l'éveil qui vont se mettre au sommeil. Ça veut dire que le sommeil, c'est pas on-off, c'est pas on, je suis réveillé, et off, je dors. Pendant le sommeil, il se passe beaucoup de choses. Vous avez des sécrétions de certaines hormones, etc., qui n'existent pas pendant la veille. Et après, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Problématique actuelle, un normodormeur dort environ 7 à 8 heures de sommeil. Un petit dormeur dort environ 6 heures. Alors le petit dormeur, ce n'est pas la personne qui va dormir 6 heures la nuit. Non, le petit dormeur, pardon, c'est la personne qui va dormir 6 heures la nuit et qui va être parfaitement opérationnelle le lendemain. Le petit dormeur, ce n'est pas celui qui dort 6 heures et qui le lendemain est fatigué. Si on est dans la rubrique « j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil » et qu'on dort tous les jours 6 heures, c'est une catastrophe. Le petit dormeur, c'est celui qui, en ayant dormi 6 heures, est très bien le lendemain dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle. Et puis après, il y a celui qui a un petit peu moins de chance, qui est le grand dormeur, et qui, lui, a besoin de 9 heures de sommeil pour être parfaitement opérationnel le lendemain. Alors, la problématique dont je vous parlais en introduction, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le monde du travail, chez les jeunes actifs, tout le monde a envie de se comporter comme un petit dormeur. Je ne vois pas pourquoi. Moi, ma compagne ou mon compagnon, quand ils ont dormi 6h30, ça leur suffit. Donc moi, je me couche à minuit, minuit et demi, je me lève à 6h, 6h30 et je suis fatiguée la journée et je ne comprends pas pourquoi. Parce que vous êtes vraisemblablement un dormeur à 7 ou 8 heures et on va voir que si on vous enlève 1 heure de sommeil par jour par rapport à ce dont vous avez besoin, ça peut être une véritable catastrophe en fin de semaine. Donc là, gros problème à l'heure actuelle, tout le monde veut être un petit dormeur, or on n'est pas tous nés petits dormeurs. Ensuite, je vous ai mis la quantité de sommeil se calcule sur 24 heures et non pas sur une nuit. Alors là, je vais dire que je m'adresserai plutôt aux gens qui ne travaillent plus et plutôt aux gens très âgés qui se plaignent de mal dormir. Le problème des gens âgés qui se plaignent de mal dormir la nuit, c'est que très souvent et trop souvent, ils ont des phases de somnolence la journée. Mais ces phases de somnolence, ça peut être une fois 20 minutes le matin, une fois 1 heure en début d'après-midi pour la sieste, une fois 30 minutes le soir devant les infos, parce que comme c'est les mêmes que le midi, ils se rendorment le soir. Après, souvent les gens âgés, ils ont tendance à se coucher beaucoup trop tôt, ils se couchent à 21h30, 22h, et puis à 3h30 du matin, ils se réveillent et ils viennent voir leur médecin en disant « Docteur, c'est terrible, je ne dors pas, tous les jours je suis réveillée à 3h ».
Mais si on fait la somme de toutes les petites phases de somnolence dans la journée, on peut très bien arriver à quelqu'un qui dort effectivement le temps voulu, mais comme un navigateur solitaire, un peu en fractionné. Donc ça, c'est beaucoup plus important chez les gens âgés, exactement de la même manière que chez quelqu'un qui fait du régime, on va dire notez tout ce que vous mangez dans la journée. Eh bien, quelqu'un qui se plaint de mal dormir la nuit, moi je vais lui dire regardez toutes les petites phases de somnolence que vous pouvez avoir la journée, parce qu'en fait, ça coupe le sommeil et ces phases de somnolence viennent en déduction du temps de sommeil nocturne. Et c'est pour ça souvent que les gens âgés dorment très mal, parce qu'ils ont trop somnolé la journée. Les plus petits dormeurs, ceux qu'on appelle les ultra petits dormeurs, dorment en moyenne 5 heures. Il y en a très peu dans la population. Alors bien entendu, on peut tous passer une nuit sans dormir, une nuit de fête ou de travail, mais de manière itérative et répétée, on ne va pas descendre en dessous de 5 heures. 5 heures, c'est ce qu'on appelle le noyau dur du sommeil, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, petits dormeurs, grands dormeurs, ce n'est pas les petits dormeurs qui sont plus intelligents que les grands dormeurs. Vous voyez par exemple, Winston Churchill dormait 5 heures par 24 heures, et non pas par nuit. Comme Napoléon d'ailleurs, par 24 heures et non pas par nuit. Long dormeur, Einstein dormait 10 heures par 24 heures. Alors on dit souvent, vous voyez, que les gens qui dorment vraiment trop peu dans la journée sont des gens qui ont, enfin dans la journée sur le cycle de 24 heures, sont des gens qui ont des risques de mourir plus tôt. Sauf erreur de ma part, Churchill il a dû mourir à plus de 90 ans. Puis en plus c'est une énigme quand même parce qu'il fumait beaucoup, il aimait bien le whisky, il dormait pas beaucoup, il a vécu très vieux. Donc c'était peut-être l'exception qui confirme la règle. Donc des grands dormeurs, des petits dormeurs, on est programmé génétiquement. Et bien sûr que ça va changer un petit peu au cours de l'âge, en vieillissant, mais on ne va pas passer de grand dormeur à petit dormeur ou de petit dormeur à grand dormeur. On reste quand même avec sa carte génétique de sommeil. Alors là, on est un petit peu plus scolaire, mais pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Une nuit de sommeil est divisée en cycles. Vous avez tous entendu parler des trains du sommeil. Les trains du sommeil, ça dure 1h30. Et puis alors, à l'intérieur des trains, il y a des wagons. Les wagons, c'est les stades de sommeil. Donc vous avez le stade 1 et le stade 2, le sommeil lent léger. Il ne sert pas à grand-chose. Mais vous savez tous qu'avant d'atteindre le sommeil lent profond, c'est comme dans une voiture. Avant d'arriver à la 3e ou la 4e, il faut être passé par la 1re et la 2e. Le sommeil lent léger, vous savez, c'est quand vous vous endormez, que vous avez l'impression d'avoir une petite clonie d'endormissement, de tomber dans un trou, d'avoir une petite secousse, etc. Ça, c'est votre sommeil lent léger. Et puis après, vous arrivez dans le sommeil lent profond, c'est le 3 et le 4, il manque une barre sur le 5. Et alors lui, le sommeil lent profond, c'est vraiment le grand repos compensateur. Quand on fait du sommeil lent profond, si on vous enregistre la nuit, vous avez des ondes lentes partout dans votre cerveau. Au lieu d'avoir votre cerveau qui travaille beaucoup, là il est envahi d'ondes lentes, ça veut dire qu'il se repose complètement. Vous avez une tension artérielle qui est au plus bas. Vous avez un rythme cardiaque qui est très régulier. Vous avez toutes vos constantes, votre corps se repose, mais complètement. Ce stade de sommeil est très important. Au niveau de la croissance chez l'enfant, par exemple, c'est à ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone de croissance. Très important également avec la sécrétion de certaines hormones. C'est pendant le sommeil lent profond que les muscles vont se régénérer, par exemple chez un sportif. C'est également pendant le sommeil lent profond qu'on va avoir une balance plutôt entre les hormones qui vont vous donner faim et les hormones qui font que vous n'ayez pas faim. Je m'explique, par exemple, si vous faites moins de sommeil lent profond que ce que vous devriez faire, vous allez avoir une augmentation de la gréline, c'est l'hormone qui donne faim, et une diminution, c'est une hormone qui est sécrétée par l'estomac, et une diminution de la leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules graisseuses et qui vous donne la sensation de ne plus avoir faim. Si vous ne dormez pas assez, le lendemain, vous allez avoir plus faim que d'habitude. Donc, si vous dormez mal, vous avez tendance à prendre du poids. Votre insuline qui va vous permettre de digérer vos sucres, vous le savez tous, même sans être diabétique, elle est moins bien sécrétée si vous avez fait moins de sommeil lent profond. Ça va chercher pas mal de choses. Si vous avez fait moins de sommeil lent profond, par exemple pour les gens qui ont des douleurs chroniques,
pour les gens qui ont des fibromyalgies, si vous ne faites pas assez de sommeil lent profond, c'est-à-dire si vous avez un mauvais sommeil, le lendemain, vous aurez un seuil de la douleur qui sera diminué, c'est-à-dire que vous aurez plus mal que d'habitude. Il vous suffira d'une stimulation plus faible pour avoir plus mal. Donc vous voyez, le sommeil va entraîner, un mauvais sommeil peut entraîner des tas de troubles qui vont bien entendu de la somnolence le lendemain jusqu'à une prise de poids, une déstabilisation de l'attention, une augmentation des douleurs chez les douloureux chroniques, etc. Et il faut savoir que quand on dort mal, le premier sommeil qui est atteint, c'est le sommeil lent profond. C'est ce fameux sommeil de récupération. C'est le premier qui va diminuer et c'est également un stade de sommeil qui va diminuer avec l'âge. Plus vous vieillissez, moins vous faites de sommeil lent profond, mais là par contre c'est physiologique. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ça fait partie du vieillissement naturel du sommeil. Ensuite, vous avez le sommeil paradoxal qui est le sommeil de rêve. Alors, quelques personnes vont dire, mais moi je rêve jamais. Alors, tout le monde rêve, et on rêve plusieurs fois par nuit. Non, ça n'existe pas, les gens qui ne rêvent pas. Mais pour se rappeler de ces rêves, il faut avoir eu un petit éveil pendant son stade de rêve. Si vous n'avez pas eu d'éveil pendant votre stade de rêve, vous ne vous souvenez pas d'avoir rêvé. Et de là, certaines personnes qui disent « moi, je ne rêve jamais ». Alors, la signification des rêves, je ne suis pas psychanalyste, c'est même pas la peine de me poser la question. J'évite déjà certaines questions. Pareil, vous ne me direz pas si la tête au sud, au nord, à l'ouest, je ne sais pas répondre non plus. Et les câbles haute tension au-dessus du lit, je ne sais pas répondre non plus. Alors, lui, le sommeil de rêve, il est beaucoup plus important pour la mémoire. Il est beaucoup plus important pour la maturation du système nerveux chez l'enfant. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, un enfant, lorsqu'il naît, jusqu'à l'âge de 18 mois, il fait presque la moitié de son temps en sommeil de rêve, alors que nous, on en fait plutôt 20-25%. Pourquoi? Parce que dans la première, les 18 premiers mois de sa vie, eh ben, il va engranger toutes les données qui sont autour de lui. Il va maturer son cerveau et c'est grâce au sommeil paradoxal. Donc tous les stades de sommeil ont vraiment une importance à des niveaux différents. Alors, là, ici, vous allez regarder, vous avez la veille, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond. Alors, regardez surtout déjà dans un premier temps ce sommeil lent profond par rapport à la veille. Ici, vous avez l'électrocardiogramme. Regardez quand vous dormez. Ce sommeil lent profond, vous avez un cœur qui est très lent, très régulier, ça veut dire que votre fonction cardiaque récupère complètement. Vous avez un rythme respiratoire qui est très lent, vous avez une tension artérielle qui est très basse. Tout ça pour vous expliquer aussi que les gens qui dorment mal peuvent développer des maladies cardiovasculaires parce que vous n'avez pas le repos nécessaire à toutes vos grandes fonctions vitales, on va dire. Alors que le sommeil paradoxal, le dernier, là, le sommeil de rêve, alors lui, je vous ai dit qu'il était important pour l'organisme, pour la mémoire, pardon, pour les acquis, mais alors en revanche, il est très très fatigant pour le corps. Pendant ce sommeil paradoxal, regardez, vous avez un cœur qui est à nouveau irrégulier, flèche, mais ça fait rien si elle est là. Vous avez un rythme respiratoire qui est régulier, vous avez votre tension qui monte et qui descend. En fait, quand vous êtes en sommeil de rêve, vous êtes à peu près comme à la veille. D'ailleurs, si on enregistre un cerveau, pendant le sommeil de rêve, vous avez une activité du cerveau qui est presque identique à l'activité du cerveau pendant la veille. Ça veut dire que c'est un sommeil fatigant. Moi, je compare souvent le sommeil paradoxal à un ordinateur que vous mettez en route la nuit et en fait, vous classez vos données. Tout ce qui n'est pas important, ça va dans la corbeille. Tout ce que vous avez vécu la journée qui n'est pas important, corbeille. Tout ce que vous devez mémoriser, vous allez le classer pendant la nuit dans vos petits fichiers, dans votre cerveau. Et tout ça, ça va se faire pendant votre sommeil de rêve. Ça va se faire pendant votre sommeil paradoxal. Heureusement, les gens qui disent qu'ils ne rêvent pas, ça n'existe pas, parce que sinon, ils n'auraient pas un classement très très intéressant. Donc, le sommeil paradoxal, lui, il est important pour votre mémoire, tout ça, mais il est très fatigant pour l'organisme. Donc, lui, il n'est pas... Pourquoi il s'appelle sommeil paradoxal, d'ailleurs?
Parce que dans les années 1950, il y avait un grand chercheur du sommeil qui est mort il y a environ 15 jours, 3 semaines, qui s'appelait le professeur Jouvet, qui était d'ailleurs de la même famille pour les gens plus anciens que Jouvet, l'acteur. Et il a beaucoup travaillé sur le sommeil. Il enregistrait des chats. Il ne les tuait pas, hein. Il les enregistrait, il mettait juste des électrodes sur la tête. Et il avait vu en fait que ces chats, il y avait un certain stade de sommeil où le chat dormait profondément, et pourtant si on enregistrait son cerveau, il avait une activité du cerveau qui était presque identique à celle de la veille. Donc il a appelé ça le sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, vous pouvez le repérer facilement chez ceux qui ont des enfants ou chez ceux qui ont des animaux. Pendant ce sommeil paradoxal, vous savez, on a des mouvements d'yeux qui sont permanents. On a les globes oculaires qui se promènent de droite à gauche sous les paupières. Si vous regardez les bébés dormir, si vous regardez les animaux, il y a des stades de sommeil où vous voyez qu'ils ont les yeux qui roulent sous les paupières et puis ils font des petits trucs comme ça. Ça, ils sont en sommeil paradoxal, ils sont en train de rêver à leur souris ou à leur biberon. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme physiologique, c'est-à-dire c'est la succession des stades de sommeil. Alors là, moi, j'ai pris quelqu'un 40 ans, qui n'a pas de problème de sommeil, qui dort bien, qui ne vient pas me voir. Tout va bien. Alors, regardez, ici, vous avez de l'éveil, du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, du sommeil lent léger et un premier sommeil paradoxal. Donc tout ceci va représenter un premier train de sommeil, c'est-à-dire 1h30 de sommeil environ. Et puis vous recommencez, vous avez du 2, du 3, du 4, du 2, du sommeil paradoxal, deuxième cycle. Si vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est pas compliqué à comprendre. Vous voyez que le sommeil lent profond, ici, il est tout à fait en début de nuit. Et puis qu'en fin de nuit, au contraire, vous faites plus que du sommeil lent léger, du sommeil de rêve, du sommeil lent léger. Plus vous vous enfoncez dans la nuit, plus vous allez rêver, alors que tout votre sommeil lent profond, tout votre sommeil de récupération, il est fait en début de nuit, il est fait dans les 5 premières heures de sommeil. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, 5 heures de sommeil, c'est ce qu'on appelle le noyau dur du sommeil, c'est-à-dire c'est ce qui est absolument indispensable pour que vous ayez fait tout votre sommeil lent profond, c'est-à-dire tout votre sommeil de récupération. Et puis après, vous faites du sommeil lent léger, du sommeil paradoxal. Alors on n'explique pas tout. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens, plus on dort, plus on fait de sommeil paradoxal. Je vous ai dit, le sommeil paradoxal, il sert à quoi? Il sert aux acquis, il sert à la mémoire. Donc on aurait pu penser que plus on dort, meilleur on va avoir une mémoire. C'est pas vrai, puisque regardez, Churchill dormait 5 heures, Napoléon dormait 5 heures. Bon, ils n'étaient pas connus pour ne pas avoir de mémoire. Donc, il y a encore des choses, on ne comprend pas tout, ça viendra, chaque chose en son temps. Mais donc 5 heures, c'est le noyau dur du sommeil. Vous savez tous que pour ceux qui se rappellent de vos rêves, c'est rarement quand vous vous réveillez à 1h ou 2h du matin que vous vous souvenez d'avoir rêvé. C'est plutôt sur le petit matin où vous rêvez, vous vous rendormez, vous rêvez, vous vous rendormez. C'est aussi pour ça, comme vous faites beaucoup de sommeil paradoxal le matin, vous savez parfois, quand on est plus jeune, on n'a pas besoin de se lever le matin, mais on a fini de dormir en fait. Alors, pardon, on redort, on se réveille, on redort pour le plaisir. Et parfois, on se réveille quasiment plus fatigué que les jours où on va dormir, on va travailler, pardon, et on se réveille à heure fixe. Et justement, je vous le disais, on a mal à la tête parce qu'on a fait trop de sommeil paradoxal, parce que le sommeil paradoxal est fatigant, et plus vous faites de sommeil paradoxal, plus vous serez fatigué. Donc il faut faire ce dont on a besoin, mais il ne faut pas en faire plus. Alors en termes de pourcentage, tout n'est pas très bien fait quand même, hein, parce que regardez, quand vous dormez, vous avez quasiment 50% de sommeil lent léger. Alors je vous ai dit que le sommeil lent léger ne servait pas à grand chose. Vous avez du sommeil lent profond qui va se faire entre 20 et 25% de votre temps de sommeil. Puis vous avez ce sommeil paradoxal, et selon que vous êtes un petit dormeur, vous en ferez plutôt 15%, et puis si vous êtes un grand dormeur, vous en ferez plutôt 25%. Et puis on a tous de la veille interrompant le sommeil, hein, parce que bien sûr, je me couche le soir et je me réveille le lendemain matin sans m'être réveillé la nuit. C'est quand même un pourcentage infime de la population. Alors maintenant, comment est régulé le sommeil? Le sommeil, il obéit en fait à deux choses. Il obéit à ce qu'on appelle, nous,
une régulation homéostasique, donc je vais prendre des termes plus simples, ça veut dire de récupération. Vous dormez pour récupérer, vous dormez pour préparer votre journée du lendemain. Donc là, on en est dans je récupère et je programme ma journée du lendemain. Mais le sommeil, il va également obéir à des lois circadiennes. Circadienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cycles. Circadienne, ça veut dire circadienne proche de 24 heures. Ça veut dire que vous allez aussi dormir. Vous savez très bien comme moi que même si vous avez passé une journée à rien faire, vous êtes en vacances, vous allez quand même avoir envie de dormir, même si vous n'êtes pas épuisé de votre journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon sommeil, il obéit également à des cycles, en plus d'obéir à des règles de récupération. Alors, ici, une petite coupe qui n'est pas très belle, c'est moi qui l'ai faite, pour vous expliquer le rythme circadien du sommeil. Cette courbe-là, qui n'est pas très belle, en fait, c'est notre température interne. Notre température interne, c'est gentil de le dire, je suis désolée, mais enfin, notre température interne, elle est au maximum aux alentours de 16 heures, ou 17 heures, ça dépend du temps, et elle est au minimum aux alentours de 4 ou 5 heures du matin. Vous allez dire, et alors, qu'est-ce que je m'en fiche de ma température interne? Eh bien, pas du tout. Parce que notre température interne, en chronobiologie, c'est ce qu'on appelle un oscillateur fort. C'est-à-dire que notre sommeil, il va dépendre de notre température interne. On s'endort lorsque notre température interne descend, et on se réveille lorsque notre température interne remonte. Vous savez très bien, par exemple, que quand vous avez de la fièvre, que vous êtes malade, vous allez avoir un très mauvais sommeil. Vous dormez, vous vous réveillez, vous dormez, vous vous réveillez, vous avez une espèce de somnolence parce que votre température interne est trop haute pour que vous puissiez avoir un bon sommeil. C'est aussi pour ça qu'on dit toujours, pour bien dormir, il ne faut pas avoir plus de 19-20 dans une chambre parce que si vous avez une température qui est trop haute, vous ne pouvez pas vous endormir. Donc, on s'endort lorsque notre température descend et on remonte, on se réveille, lorsque notre température remonte. Et là encore, je vous ai parlé tout à l'heure de petits dormeurs, je vous ai parlé de grands dormeurs. Là, je peux vous parler aussi de gens du soir et de gens du matin. Vous savez qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir, c'est-à-dire des couches-tard et des lève-tard, et des gens qui sont plutôt du matin, c'est-à-dire des couches-tôt et des lève-tôt. Alors, bien entendu, il y a aussi un phénomène d'âge. Plus on est jeune, plus on est couche-tard, lève-tard, plus on est vieux, plus on est couche-tôt, lève-tôt. Mais malgré tout, on a tous quand même un profil. Et ce profil, en fait, il dépend de notre température interne. Celui qui a son maximum à 16 heures et son minimum à 4 heures du matin, c'est plutôt un couche-tôt, lève-tôt. Et celui qui a son maximum à 17 heures et son minimum à 5 heures, c'est plutôt un couche-tard, lève-tard. Donc vous voyez qu'en fait, nos habitudes de sommeil, grand dormeur, je suis du soir, je suis du matin, c'est pas juste une fantaisie individuelle. Ça obéit également à des constantes qui nous sont propres et on a une carte, on a une puce spéciale sommeil chacun qu'on ne peut pas vraiment changer. Alors il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Regardez ici, on nous dit que les enfants, petits, moyens, grands, adolescents, et même le matin, quand ils sont à 8 heures en cours, ils sont franchement pas très hauts dans leur température interne. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Il suffit que ça soit en plus des couches tard, et ben le matin, ils n'ont qu'une envie, c'est de dormir et qu'on leur foute la paix. Surtout, en plus, parfois, il y en a qui vont se lever tôt, quand ils ont des distances importantes à parcourir, etc. Alors donc, bien sûr, ils se couchent trop tard, bien sûr, ils sont sur l'ordi le soir, bien sûr, ils regardent la télé, bien sûr, mais on ne les aide pas, nous, avec nos horaires. Et à l'heure actuelle, il y a certaines facs en Angleterre et aux États-Unis qui essayent de changer complètement les horaires, qui font prendre les étudiants aux alentours de 10 heures, qui laissent en début d'après-midi, au moment de la sieste, on va en reparler, un moment de creux, si vous voulez, pour se reposer, et qui font finir le tout un petit peu plus tard, pour être un tout petit peu mieux adaptés
à notre température interne, parce qu'en fait, aux alentours de 17 heures, quand vous récupérez souvent vos enfants ou vos petits-enfants, vous avez tous vu qu'ils étaient en pleine forme. Hein. À 8 heures du matin, ils le sont moins. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est aussi une chose qui, voilà. Hein. Alors que 16 ou 17 heures, regardez, bah, c'est l'heure où ils sortent de l'école, c'est l'heure, remarquez, il n'y a pas mieux, les administrations ferment, les ceci, les cela, alors que c'est le moment de la journée où votre vigilance est absolument... C'est peut-être les Espagnols, en fait, qui ont un bon compromis, parce qu'ils commencent tard, ils se font la sieste, ils se finissent tard, et ils sont peut-être assez adaptés, en fait, à leur grande constante physiologique, on va dire. Donc, je vous ai dit, le sommeil, il obéit bien sûr à la récupération, et il obéit bien sûr également à des cycles. Donc, le premier cycle, c'est le cycle de 24 heures, que vous connaissez tous. On s'endort quand la température descend. Alors, il faut savoir aussi que pour les gens qui travaillent la nuit, ça ne change pas. La température, c'est un oscillateur fort. Donc, ce n'est pas parce que vous allez travailler la nuit que vous allez inverser votre courbe de la température. Il faudrait, par exemple, que vous travailliez 3 semaines toujours la nuit et que vous dormiez toujours la journée sans un seul jour de repos pour que votre température ait complètement changé ses axes. C'est pour ça aussi que pour les gens qui voyagent, souvent quand les gens voyagent, vous savez, on dit même si on a bien dormi, on est fatigué, on n'est pas bien, on n'est pas comme quand on était chez soi. Parce qu'en fait, votre sommeil, lui, va s'adapter aux circonstances, mais votre température interne, elle reste relativement fixe, elle se décale petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc vous allez être réveillé si vous voyagez loin au moment où votre température interne est au plus bas, vous n'allez pas sécréter vos corticoïdes au bon moment. Donc c'est ça qui crée ce problème de désynchronisation interne et de jet lag.